Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour parler de l'actualité culturelle francophone dans un endroit un petit peu particulier car nous sommes évidemment toujours à l'Institut du monde arabe mais nous ne sommes pas à l'extérieur. Il va vous manquer quelques aspects de la vue sur Paris tout simplement parce qu'il fait un temps torride sur Paris, plus de 37 degrés, c'est-à-dire plus par exemple qu'à Libreville. Vous connaissez le principe de cette émission. Nous sommes des amoureux de la culture francophone, un peu comme Zola défendant Manet. Nous ne sommes pas comme les frères Goncourt qui houspillaient Proust en considérant c'était un chat de gouttière enfermé dans une loge de concierge. Nous préférons être des admirateurs de ce qui fait le sel de notre culture, de notre langue. Et d'ailleurs, le sommaire arrive tout de suite pour cette troisième année, première émission. Nous allons débuter cette nouvelle saison de 300 millions de critiques en nous posant une question. La France doit-elle restituer les œuvres d'art en sa possession aux pays africains d'où elles viennent et qui les réclament désormais? Nous évoquerons ensuite le nouveau film du réalisateur belge Joachim Lafosse, L'économie du couple, présenté à Cannes en mai dernier. Il est en salle en ce moment. Et enfin, la rentrée littéraire française et l'avalanche éditoriale qu'elle provoque fourniront le sujet de notre dernier débat. Sans oublier notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Voilà, après ce formidable sommaire que nous sommes ravis de vous retrouver. Ma chère Estelle Martin, ce sourire de rêve, vous avez passé des vacances où? Au Cap Ferré. Au Cap Ferré. C'est près de Bordeaux, oui. Laurent Delahousse, des blonds partout avec des enfants, toujours blonds. Myriam Femiou, donc de Radio-Canada, c'est la première fois que vous nous rejoignez, Myriam. Nous sommes ravis de vous retrouver. Vous avez passé votre été où? À Montréal, à bosser. À Je suis une bosser. bête de somme. Les vacances, c'est pour plus tard. Ah, d'accord. Et enfin, nous retrouvons, nous sommes au milieu, évidemment, de cette présentation, Olivier Poivre d'Arvor, qui, vous le savez maintenant, enfin, en tout cas, vous allez le découvrir, est ambassadeur de France en Tunisie, un pays que nous aimons beaucoup, que nous défendons. Et je vous félicite de cette nomination. On va venir tous vous voir. C'est en partie parce que j'ai remarqué que vous avez beaucoup de mal à articuler attractivité culturelle, Voilà. donc était mon titre précédent. Ouais. Donc j'ai demandé vraiment un nom plus simple. Un truc Tunis, plus simple. vous avez réussi, félicitations. Merci. Et j'y suis en effet. Et vous êtes installé où? À La Marsa, Sidi Bou Saïd? Je fais mon travail dans l'ensemble du pays et j'espère que vous allez venir faire une émission en direct, Nous y serons. enregistrée. Des 300 millions de critiques en Tunisie. Voilà. Nous allons rendre votre Grand ambassade pays. attractive. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Mais l'attractivité est Lise-Laure à droite et à Etia, gauche. comment faire une émission sans Lise-Laure, ma chère Lise-Laure? Je vous embrasse. Les vacances furent bonnes? Les vacances furent bonnes, mais il y a un événement malheureux qui m'a conduit au Cameroun, mais ça va beaucoup mieux. Bon, tant mieux. Et enfin, Michel Serruti, surnommé le Cervin, vous le savez, puisqu'il est l'empereur de la Suisse et donc de la radio-télévision suisse. Mon cher Michel, je suis ravi de vous accueillir. Vous avez été au Festival de Montreux? Merci. Oui, j'ai couvert des festivals, notamment pour TV5, donc j'ai passé une partie de mon été laborieux, mais agréable à écouter de la musique. En tout et cas, en vous avez parler. bonne mine. Il y a pire. Pour le premier débat de cette nouvelle saison de 300 millions de critiques, nous allons aborder un sujet qui est extrêmement délicat, c'est celui de la restitution d'œuvres d'art anciennes. C'est le cas aujourd'hui du Bénin, qui réclame un certain nombre d'œuvres qui sont exposées notamment au Quai Branly aujourd'hui. Il s'agit de plus de 5000 œuvres et nous allons prendre un certain nombre d'exemples. Il s'agit par exemple des pièces d'Abomey au Bénin. Voici le reportage de TV5 Monde. Nous sommes face à la couronne funéraire perlée de style Yoruba qui fut placée sur la tombe du prince Ahanronzon. Elle est exceptionnelle de par sa provenance. Elle vient du Nigeria qui est voisin de l'ex-Dahomey, donc du Bénin actuel. Elle aurait été réalisée par les princesses d'Ifé. Elle est exceptionnelle parce qu'elle est recouverte entièrement de perles. C'est un travail d'une grande finesse de composition. Alors à Abomey, on ne connaît que ce modèle qui est donc dans les collections du Quai Branly. Mais en pays Yoruba, particulièrement Benin City ou l'ensemble des royaumes Yoruba, ce sont des coiffures qui sont destinées aux Oba, c'est-à-dire aux rois. Ici, vous avez le trône sacré du roi Glélé qui a régné sur le royaume du Dahomey de 1858 à 1889. Donc c'est mon aïeux, je suis un descendant direct du roi Glélé et c'est un trône d'apparat. Vous voyez sa taille et vous allez vous dire que comment il arrive à s'asseoir sur ça. Vous savez, dans le Dahomey, il y avait des sujets et tout ça là. Donc pendant les grandes cérémonies, le roi est porté jusqu'au niveau du siège du trône et c'est de là qu'il célèbre les cérémonies annuelles où il offre des présents à sa population, même à des anoblis, aux diplomates qui arrivaient dans le Dahomey en ce temps-là.
Donc c'est vraiment sacré, c'est l'unique, ça là, c'est l'original. Nous n'avons même pas à Abomey aujourd'hui dans notre musée. Et je suis très content de le retrouver, cette pièce-là ici, et aussi celle de son père, le roi Guézo, qui a régné de 1818 à 1858. Voilà pour ce sujet qui se lance, Olivier, d'ambassadeur. Oui, donc c'est un sujet, en effet, c'est pas nouveau. Vous l'avez évoqué avec les frises du Parthénon, il y a plein de sujets, la France qui possédait des manuscrits importants de la Corée, etc. Donc on a une histoire de ces tensions-là. Et je pense que les diplomates, c'est utile. Oui, je voudrais vous faire une petite démonstration en direct. C'est utile parce que ça prend un peu de recul par rapport à ce que vous appelez une bataille qui fait rage. À vrai dire, c'est normal que ça existe. C'est normal que, notamment pour prendre le cas du Bénin, pour qui connaît un peu, pour qui est allé dans les palais d'Abomey, qui sont en effet un lieu magnifique et magique. Et en même temps, quand vous allez, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de touristes, personne ne va les visiter, de moins en moins. Donc c'est une coquille vide. Et pour les Béninois, j'imagine en effet que c'est un sujet parce que c'est un élément du patrimoine béninois considérable et en même temps, personne ne vient le visiter. Et même les Béninois eux-mêmes n'ont pas de raison d'aller voir puisqu'il n'y a pas d'objet. C'est des murs, quoi, en mauvais état. Alors, la question, elle est d'autant plus surprenante, c'est qu'elle nous vient du Bénin, où il y a un institut du patrimoine africain qui s'est créé il y a donc une vingtaine d'années sur cette question du patrimoine, à Porto Novo exactement. Il y a un petit sujet politique, je pense qu'il y a eu un changement de Premier ministre récemment. Je ne suis pas certain que si Lionel Zinsou, par exemple, avait été... Mais il n'en avait pas parlé. Avait été président de la République, un changement de président, je pense que ça n'aurait pas été évoqué de cette manière aussi brutale. C'est des dossiers qui sont complexes, mais qui peuvent être traités assez bien. Je prends le cas du Mali, par exemple, où vous avez un musée qui a été construit en partie d'ailleurs avec l'aide de la coopération française, qui est le musée de Bamako, qui est dirigé par un homme formidable, qui est un directeur, Samuel Sidibé, qui vraiment vaut bien les grands directeurs des musées du Louvre et du British Museum, enfin en termes de niveau, de compétences, etc. Et là, il y a en effet des musées qui ont des conditions de sécurité, d'hygrométrie, de professionnels, qui peuvent accueillir et donc peu à peu, des objets reviennent. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain et on ne va pas vider évidemment les réserves du Quai Branly, ni même les salles d'exposition du Quai Branly ou d'autres musées dans le monde. Et je pense que c'est un mouvement irrémédiable, mais il ne passera pas par un transfert des collections et un discours assez antagoniste et violent. Ça n'a jamais eu lieu historiquement. Non, c'est pas non, ça n'a jamais eu lieu. Par exemple, pas très loin d'ici, l'obélisque de la Concorde, on ne l'a jamais rendu. Non, c'est vrai, mais il y a régulièrement par rapport à... En gros, à cette période du 19e siècle, avec l'Égypte, en effet, où l'Égypte, le consulat d'Alexandrie, à l'époque, ne servait qu'à faire... C'est un lieu de transit pour emmener les pièces. Les Italiens faisaient ça aussi pour amener les pièces. Les grands musées égyptiens sont évidemment devenus des musées européens. Et en même temps, il y a un musée au Caire. Donc, je crois que, pour répondre très concrètement à votre question, il faut qu'il y ait une politique culturelle forte dans ces pays, dans chaque pays, et ça c'est important. Donc il ne faut pas que les ministres changent tous les ans, il faut qu'ils prennent ça au sérieux, il faut qu'ils aient des moyens. Donc moi c'est un petit appel que je fais au gouvernement africain avant de vouloir créer ces musées. 2, il faut que les coopérations que nous avons, nous, Européens et d'autres, j'imagine les Canadiens aussi, et plein de pays, en effet, s'orientent vers des sujets culturels, pas uniquement construire des routes, mais construire des musées qui permettent peu à peu d'accueillir et d'avoir des publics. Et il y a tout un travail d'éducation formidable à faire, magnifique. C'est ce qui a été fait d'ailleurs au Bénin avec l'art contemporain et justement avec la Fondation Zinsou, c'est faire venir tous ces Africains qui vont découvrir leur patrimoine. Et en effet, il n'y a pas de raison qu'ils aillent uniquement à Paris pour le découvrir. Ma chère Liselor. Oui, en fait, je vais un peu nuancer le propos d'Olivier. Il est attractif, mais il est un peu long. Oui, parce que du côté des Africains, en tout cas, le temps de la négociation est venu. C'est-à-dire que c'est impossible aujourd'hui, vu aujourd'hui ce que demande l'exigence des opinions africaines, des jeunes. Il parlait tout à l'heure de l'EPA, qui est l'école du patrimoine africain, qui existe depuis 1998 à Porto Novo, qui a formé des professionnels dans la conservation des musées. Aujourd'hui, ces jeunes Africains, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent pouvoir se réapproprier leur histoire. Alors certes, on évoque toujours, on dit, ils n'ont pas de musée. Pas tous, par exemple, tout à l'heure, on disait au Bénin, il y a ce musée d'Abomey dont Olivier parlait. Il y a également la Fondation Zinsou. La Fondation Zinsou, qui est ce musée d'art contemporain qu'ils ont ouvert à Ouida, qui a accueilli depuis son ouverture 4 millions de visiteurs. Hein, c'est quand même pas mal. Et qui a eu le prix Premium impérial, je pense, qui est ce Nobel des Arts. Donc aujourd'hui, les choses sont quand même en train de se structurer. Le Bénin, même si c'est le premier gouvernement africain à faire cette demande, il y a eu des précédents. On n'a pas parlé de
de ce collectionneur d'art congolais, qui vit à Luanda, qui s'appelle Syndicat Dokolo, qui lui a fait restituer des œuvres qui avaient été volées pendant la guerre en Angola entre 1975 et 2002. Donc c'est un mouvement qui vous paraît irréversible. Mais, donc voilà. Mais il est irréversible, comme le disait bien Olivier, il est irréversible dans la demande pour des raisons culturelles. Mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, une partie des collections du Quai Branly, par exemple, ou d'autres grandes institutions vont restituer des œuvres? Est-ce que ça vous paraît probable, possible? Alors, c'est vrai que c'est possible. Maintenant, c'est vrai que la question de la conservation est très importante. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même qu'on détermine à qui appartiennent ces œuvres. Sinon, on va rester dans le flou. Michel. C'est le vrai sujet, c'est la question de la propriété. La propriété. Mais Michel, ça, il y a un grand débat. La question de la propriété, c'est effectivement très très compliqué entre droit privé et droit international. Mais je crois qu'à part ça, il y a la convention de l'UNESCO de 1970 qui règle un peu les choses si on se base là-dessus. Olivier a très bien expliqué, on va dire, le côté technique des difficultés. L'Islande a parlé de ce qui était demandé. Moi, j'aimerais ajouter la chose suivante. C'est-à-dire qu'en bon ethnologue que je suis, je ne vais pas plaire à Olivier, qui est mon ami, mais je ne vais peut-être pas lui plaire en disant la chose suivante. C'est-à-dire qu'on peut décider de mettre les problèmes techniques en avant d'abord. Et si on le fait, évidemment que c'est compliqué de vouloir rapatrier des objets en Afrique parce que simplement leur exposition aujourd'hui n'est pas garantie, leur sauvegarde n'est pas garantie. Simplement, il faut bien comprendre qu'avec la colonisation, l'Occident, et je mets la Suisse là-dedans, parce que même si elle n'a pas été active dans la colonisation, je veux dire, elle a bénéficié de cela, on a quand même dépouillé la moitié du monde de son histoire, de son patrimoine culturel, de son identité. Alors aujourd'hui, lorsque les pays africains demandent la rétrocession d'une partie de ces objets culturels, moi je pense que c'est éminemment important de le faire. Pourquoi ? Parce que l'identité, elle se construit entre autres sur le patrimoine culturel. Entre autres. Et quand on a ce patrimoine culturel, on peut se réapproprier son identité envers soi, envers les autres. Et à partir de cette identité qu'on se reconstruit, à ce moment-là, on a la possibilité d'aller vers l'autre, de recréer quelque chose. Oui, mais nous le souhaitons tous, mais le problème, c'est la faisabilité d'une entreprise pareille. Mais je crois que vous parlez d'ethnologie, mais on est aussi dans l'histoire. Est-ce qu'on peut recomposer l'histoire au regard d'aujourd'hui? Non. Si on commence à essayer de, si je puis dire, pour employer un mot, réparer la colonisation, c'est sans fin. Non, c'est pas réparer, c'est simplement redonner... Je termine juste. C'est pas réparer la colonisation, en l'occurrence. C'est simplement redonner une partie de l'histoire qu'on a enlevée, dont on a dépouillé les gens. Et après, c'est une question de volonté. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met? On souhaite donner la possibilité à des pays, à des cultures, de recouvrer leur culture, et ensuite, on met en place techniquement ce qui est possible pour le faire, ou non? C'est ça la question. Et c'est vraiment ce qui a vraiment été poussé là-dessus. On demande à la France et aussi à la Belgique. Et on le voit, vous parliez de Bamako tout à l'heure. On sait que les manuscrits de Tombouctou, il y en a des milliers, des centaines de milliers qui ont échappé au pire. Mais au lieu de les envoyer en France, c'est à Bamako que ça se fait, qu'ils sont numérisés, qu'ils sont... Oui, mais avec l'aide de la France. Avec l'aide de la France, avec des fonds. de la tente sur la tête. Non, mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que ce qui est important aujourd'hui, c'est que les pays comme la France, comme la Belgique, comme même la Suisse, l'Allemagne, il faut qu'ils s'investissent avec les gouvernements africains pour pouvoir avoir les bons outils, la bonne technique. Vous avez raison. Il y a certains collectionneurs comme André Magnin qui, eux, s'inquiètent du risque de vol, du risque d'entretien des pièces. Et c'est une réalité. Même Romuald Azoumé, qui est un artiste béninois, lui, il le dit aussi. OK. Rapportons tout ce patrimoine. Parce que, rappelons quand même ce chiffre, 90% du patrimoine africain est parti ailleurs, à l'extérieur. Et c'est vrai que là, c'est énorme. Alors, c'est vrai que l'Égypte aussi, mais les Africains, eux, ont vraiment souffert on peut dire, oui, la pillage serait peut-être non, c'est vrai, c'était un pillage. Et on peut comprendre qu'aujourd'hui, ils aient envie de récupérer, mais il faut les aider. Et c'est donc une ONG malienne, Savama DCI, qui le fait à Bamako avec des fonds étrangers. Mais c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire donner aux Africains les moyens. Je ne parle pas d'infantilisation, parce que c'est toujours le problème. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut donner, est-ce qu'il faut financer? Mais non, il faut aider, parce que ce n'est pas la priorité pour beaucoup de gouvernements. On peut le comprendre en Afrique, la culture n'arrive pas en premier parce qu'il y a d'autres soucis avant. Myriam. Je crois que je suis assez d'accord avec ce que disait Michel à l'instant. La question n'est pas de se demander est-ce que la morale devrait faire en sorte qu'on redonne ces œuvres-là à leur propre pays. Je pense que la question, on la soulève là, c'est comment seront-elles interprétées, restaurées, acheminées. Ensuite, qui ira les voir dans les musées? Qui pourra bien en parler? Chez nous, à Montréal, bon, c'est clair qu'on n'a pas le même rapport avec les pays africains en Amérique, mais il y a très
peu d'œuvres et surtout très peu de gens qui peuvent les interpréter. Au Musée des Beaux-Arts de Montréal, il y a de 500 à 600 œuvres et absolument personne qui peut en parler. Donc, c'est ça la réalité aussi. Bon, il y a un grand collectionneur que vous connaissez bien, qui est Guy Laliberté, qui a sa propre collection personnelle d'art africain. Mais je me questionne à savoir, une fois que les œuvres seront retournées chez elles, il y a bien sûr ce sentiment de réappropriation qui est indéniable, qui est nécessaire, mais justement, comment on pourra assurer la pérennité de ces œuvres-là? Et comment peut-on distinguer aussi qu'est-ce qu'une œuvre d'art de ce qu'on appelle chez nous, en Amérique en tout cas, les œuvres du quotidien, qui sont devenues artistiques, mais qui, pour de nombreux pays africains, ne sont pas nécessairement des œuvres artistiques, avec une démarche artistique. Olivier, conclusion. Oui, même si j'étais long, je pense qu'il faudrait faire une émission entière là-dessus. Parce que c'est un sujet magnifique. La question du musée universel, par exemple, c'est un sujet. Bon, pourquoi faire un musée national? Donc, il y a eu des grandes expositions, par exemple, dans le passé, comme les Magiciens de la Terre, où justement on a rééquilibré l'art occidental et l'art qui venait d'ailleurs. Voilà. Mais c'est une démarche historique qui est longue. Qui est longue. Et il faut la législation. C'est-à-dire qu'il y a eu en France, à un moment donné, vous vous souvenez peut-être, pour certains, en tout cas avec Malraux, avec des chefs-d'œuvre impressionnistes français qui sont partis aux États-Unis, des tas de polémiques. On pourrait dire en effet qu'il Malraux qui a été même accusé d'avoir... Il y a 10 fois plus d'œuvres de Corot aux États-Unis, d'ailleurs dont beaucoup sont fausses, qu'il y en a en France. Donc c'est un sujet qui est connu en tout cas, et je pense qu'il faudrait qu'il y ait une grande conférence internationale, les diplomates, l'UNESCO, sur ce sujet, calmement, en un an, et puis qu'on arrive à des conclusions très concrètes. Mais je le répète, c'est faisable, et il faut le faire. Évidemment qu'il faut que l'Afrique retrouve son patrimoine. C'est absolument indispensable. Avec une solution politique. Je voudrais qu'on découvre donc l'interactivité sur ce sujet, donc ô combien important de la restitution du patrimoine. Nous prenions l'exemple du Bénin. Sur Twitter, l'association des 26 lettres met un plus au Bénin pour avoir exigé donc qu'on lui rende son patrimoine, une victoire dans ce qu'elle désigne comme la lutte, je cite, contre l'analphabétisme culturel. Et puis vous suivez évidemment le compte Twitter de l'émission. Vous laissez des messages avec le hashtag 300 millions de critiques et vous retrouvez les infos sur le site internet aux adresses qui sont au bas de l'écran. Dans un instant, Pascal Bourgault nous rejoint dans un autre débat. Merci Lise-Laure, à très vite. Dans ce nouveau débat, nous allons parler du nouveau film de celui que le quotidien français Le Monde décrit comme un redoutable cinéaste. Il s'agit du Belge Joachim Lafosse. L'économie du couple, c'est un film qui a été présenté au Festival de Cannes cette année et qui est sorti dans les salles de la francophonie ces jours-ci. Regardons la bande-annonce. Il s'agit d'une histoire de couple déchiré par l'argent. On vous aime toutes les deux et ça remet pas du tout en cause ce qu'on ressent pour vous, d'accord? Puis peut-être qu'on se séparera pas. Peut-être qu'on va rester tous ensemble ici. Papa! Je suis rentré, j'ai fini un peu plus tôt. Tu gardes tes jours, s'il te plaît. Moi, j'ai mes jours, toi, t'as tes jours. C'est moi, là, aujourd'hui. Non, c'est moi. Elle a ses jours et il a ses jours. Tu vas où? Bah, je vais en week-end, je vous l'avais dit. Dis-moi, tu vas te mettre à chercher quand? Chercher quoi? Un appartement. C'est quand que tu vas m'acheter les chaussures de foot? La semaine prochaine. Tu prends jusqu'à toi et tu t'en vas. La moitié. Un tiers. La moitié. Je veux la moitié. C'est toi qui lâches pas. Tu lâches pas parce que tu veux pas que je parte, en fait. My chest is getting tight. Un petit dîner entre amis. Vous voulez que je vous laisse? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Vous avez choisi votre camp, en fait. Arrête. T'as pas l'air bien, là. Tu veux que j'aille te chercher quelque chose? Tu joues à quoi, là? C'est quoi ce cirque? Mais je suis juste, je suis plus que juste, je t'offre plus que ta part. Mais non, ta part, elle doit être comptée sans les travaux. Ma part, elle doit être comptée avec les travaux. Je suis plus amoureuse, c'est tout. Autrefois, on savait réparer. On réparait les chaussettes, les frigidaires, et maintenant on jette. Dès qu'il y a un problème, on jette. Pareil dans un couple. Plus de désir, on jette. Attends, tu pourrais frapper avant de rentrer, s'il te plaît? Oh, ça va, je t'ai déjà eu, hein. Le grand intérêt de ce film de Joachim Lafosse que vous venez de voir, c'est effectivement de ne pas être une comédie romantique grinçante, mais vraiment un film au scalpel sur un couple détruit par l'argent. Petit à petit, elle a de l'argent, lui n'en a pas. Et ils se disputent évidemment autour d'une maison. Qui veut se jeter, ma chère Pascal? Bonjour. Bonjour, mon cher Guillaume. Vous êtes magnifique. Mais vous aussi. J'ai demandé à tout le monde où ils avaient passé leurs vacances, donc c'est à vous. Vous avez été à Corfou, je crois. Chez nos amis grecs. Chez vos amis grecs. Voilà, pour les aider. Est-ce que cette histoire de couple résonne chez vous? Je ne parle pas de vous à titre personnel, mais
Cette idée que les couples peuvent se faire détruire par l'argent et par l'inégalité de patrimoine. Oui, complètement. Et alors, c'est extrêmement glauque. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Effectivement, les fins d'histoire d'amour, c'est toujours triste. Mais là, pendant tout le film, il est question d'argent. Alors, pour resituer ceux qui ne connaissent pas Joachim Lafosse, donc c'est un jeune réalisateur francophone de Bruxelles qui est le spécialiste des huis clos. C'est ce qu'il fait de mieux. Il filme ça de manière admirable. Hein, Cédric Kahn et Bérénice Bejo jouent les rôles principaux. Voilà. Alors, il porte le film, vraiment. Hein, le film est assez réussi. Moi, j'ai 2 petits bémols quand même. Je trouve que donc, la réalisation est exceptionnelle parce qu'il filme ce huis clos, il filme la maison en plan fixe. Et donc, la maison occupe la place d'un personnage. Voilà. Non, mais pas des plans de séquence, mais aussi des plans fixes. Ouais. Où la maison occupe la place d'un 5e personnage, en plus des parents et des enfants. Et je trouve qu'à certains moments, les tensions sont aussi filmées de manière assez intéressante. C'est-à-dire qu'il est soit très proche, soit très très loin. Par exemple, il y a ce plan à l'hôpital où ils se disputent et on ne les voit pas, on les entend. Et on comprend à peine ce qu'ils disent, mais on comprend les tensions. Voilà. Alors, Joachim est un bon réalisateur qui n'a plus rien à prouver à personne, puisqu'il a été primé à Saint-Sébastien, au Magritte, et vous l'avez dit, son film a été projeté à la 15aine des réalisateurs à Cannes. En revanche, je trouve que sur le rythme, il y a un petit problème. C'est un réalisateur qui n'aime pas être au montage. Donc il suit peu ses monteurs. Et ici, à 1h10 du film, on sent qu'il y a un petit ralentissement. Le couple se retrouve, comme c'est souvent le cas. Voilà, ils s'embrassent, ils couchent ensemble. Voilà, on croit que ça y est, ça va être un happy end. Pas du tout. La crise reprend, mais l'énergie du film, la 3e partie du film, c'est la même énergie que le début. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est au montage que ça s'est réglé et pas dans la réalisation. Il y a une chose que j'ai trouvée plaisante, mais vous allez en parler les uns les autres, c'est que souvent dans la littérature, ces histoires d'argent, il suffit de parler de la grande littérature classique du 19e siècle en France, elles sont partout. Or, le cinéma, dans les histoires de couple, c'est toujours le désamour, le désir qui n'existe plus. Mais on ne met jamais les pieds dans le plat d'un sujet fondamental qui est symbolisé par cette maison, c'est-à-dire l'argent, le patrimoine, finalement. Complètement. Tout d'un Ici, coup, la tension. c'est vraiment la lutte des classes, version intimiste. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que Joachim Lafosse, ça l'intéresse, ça le passionne. Dans Nue Propriété, il était déjà question d'argent, d'héritage, et même dans les chevaliers blancs, où là, c'était une autre affaire, plus dans les faits divers, et même à perdre la raison. Il y avait aussi cette histoire d'argent qui corrompait, qui venait, qui venait détruire le couple et qui est un autre couple. Et moi, j'ai adoré la scène musicale. Je trouve qu'il est extrêmement fort. C'est marrant dans le tempo, Joachim Lafosse, parce qu'il nous enferme. Il a un vrai talent pour ça. Et, déjà, dans À perdre la raison, on est complètement enfermé comme Émilie Dequesne, comme dans La Situation. Et il utilise la musique d'une manière mais incroyable. Avec Émilie Dequesne, c'était Julien Clerc avec Femme, je vous aime, où elle était enfermée dans sa voiture, où là, on avait des larmes. Et là, c'est Maître Gims. Alors, il faut oser sortir Maître Gims avec Bella. Et c'est vrai que là, on a tous ressenti ça si on a été séparés, enfin si on a eu une histoire douloureuse, c'est qu'il y a des moments où on a envie de retourner ensemble, mais on sait que c'est pas possible. Et avec cette musique, avec cette chorégraphie, c'est vraiment un temps à part dans le film que j'ai trouvé extrêmement réussi. Et Joachim Lafosse a vraiment, je trouve, un excellent réalisateur d'une intelligence rare, et il sait vraiment nous étouffer, vraiment nous faire partager cette émotion. Et les deux acteurs sont d'une justesse incroyable. Bejo et Cédric Kahn, qui lui-même est réalisateur. On est un peu les témoins, c'est-à-dire ils nous prennent... notamment, il y a tout ce qui se tourne autour des enfants. C'est effrayant, parce que les enfants, on les découvre, ce qui est toujours le cas dans les séparations, comme spectateurs de la violence d'une séparation. Ils ne peuvent rien faire. Les gens qu'ils adorent se tapent dessus pour des raisons qui sont matérielles. Myriam, est-ce que vous avez aimé ça ? Pas autant que mes collègues. Je suis d'accord avec plein d'éléments de réalisation. Justement, le huis clos est très bien filmé. On nous prend à témoin. Sauf que ce que je trouve qui est intéressant au cinéma, c'est l'évolution des personnages, la quête d'un personnage. Et là, j'ai l'impression qu'elle reste figée, cette évolution-là, ce qui fait que j'ai l'impression de revoir toujours la même scène. T'es une gosse de riche, t'as jamais eu un sou... Et on a cette scène-là qui se répète
assez souvent. Et peut-être parce que justement, le vrai sujet, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est l'argent. Oui, voilà. Plus que les personnages eux-mêmes. Il y a ça de très original, je trouve, parce que des films sur le désamour, il y en a eu des tonnes. La séparation avec Auteuil-Huppert, qui était, selon moi, un grand film. La crise de Colin Serrault, qui, moi... L'enfer de Chabrol. Exactement. Et bon, je suis nostalgique, tant mieux, me direz-vous. Mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de ces films-là sur le désamour. Celui-ci a d'intéressant et d'original le fait qu'il est vraiment de son temps. Il parle de cette lutte de classe, il parle de, de la séparation et de l'austérité en période d'austérité. Ça, j'ai trouvé ça intéressant dans le propos. Après, est-ce que ces deux personnages-là, une fois qu'ils nous ont dit leur rancœur, leur tristesse, leur désir, est-ce qu'on a envie... Moi, j'avais envie d'en avoir plus sur eux. C'est pas, pour prendre deux exemples qui sont totalement opposés, ça n'a pas la profondeur de Bergman. Et ce n'est pas rigolo comme le film avec Michael Douglas et Kathleen Turner où ils se balancent. Oh, non, on n'est pas, voilà. Qui est quelque chose de fameux. violent. Là, c'est justement d'instiller une petite musique qui est une musique, comment peut-on dire, aromantique, quoi. C'est-à-dire, on est détruit par quelque chose qui s'appelle le billet. Mais vous avez tout dit, en fait, Guillaume, parce que ça n'est pas Bergman, ça n'est pas Piala. C'est un film de rentrée. Si on rapporte au nombre de couples qui ont des problèmes d'argent et qui vont se séparer, ça devrait avoir son succès. Mais ça ne devrait pas rester au-delà de notre discussion dans la mémoire du cinéma, parce que je trouve que même si les acteurs, en effet, sont formidables pour le film, même si le scénario est pas inintéressant et les dialogues sont habiles, ça, c'est quand même un film qui dure trop longtemps pour ce qu'il a à nous raconter, en fait, dans le fond. Parce qu'il nous dit tout dès le début, on a tout compris. Et en effet, cette dramaturgie, elle nous conduit nulle part. C'est vraiment les chemins qui ne mènent nulle part. C'est pas une œuvre, à mon avis, qui devrait... alors, ça va intéresser des gens, ils vont y aller, parce que le titre, etc. Je pense qu'ils seront assez déçus, comme je l'ai été, moi, en tout cas. Mais c'est étonnant, parce que ce que vous dites, parce que il y avait quand même beaucoup de gens dans la salle, et notamment beaucoup de jeunes. Alors, j'ai envie de leur dire, ne venez pas voir ça tout de suite, surtout les jeunes couples. Ils se sont marrés. Non, mais on sentait que tout le monde était saisi par cette histoire, et je trouve qu'au niveau de la mise en scène, c'est quand même très intéressant. Vraiment, c'est très bien fait. Il n'y a pas que des riches qui épousent des pauvres, hein, quand même. Ça ne raconte pas tout du couple. Hein. Non, mais ce qui est probable aussi, ce qu'elle disait sur la présence peut-être de trentenaires dans cette affaire-là, c'est qu'il y a quand même une précarisation des jeunes couples aujourd'hui qui vivent peut-être plus douloureusement ce qui se passe que ce qui a pu arriver dans les gens de notre génération où les choses étaient plus faciles. Film de bobo, quand même. Oui, bah c'est ça. Oui, mais film donc, de bobo. Mais bon, alors, à part ça, pour les jeunes, peut-être que c'est la leçon à retenir, c'est-à-dire que signer des contrats de mariage qui stipulent tout avant de vous marier, puis comme ça, il n'y aura pas de soucis au moment du divorce. Ça, c'est Balzac. Ce qui se pratique beaucoup aux États-Unis, notamment. Et Balzac, c'était pas les bobos de l'époque. Non. C'était une société beaucoup plus intéressante. Nostalgique aussi, Olivier. Non, mais il a fait des beaux films, La Fosse. Une propriété, c'est bien, mais moi, je suis franchement, bon. Non, mais c'est vrai que la mise en scène, il faut reconnaître que la mise en scène est redoutable. Je suis d'accord avec le titre du Monde, je suis d'accord avec ce que dit Estelle. C'est vrai que la réalisation en elle-même, ce sentiment d'oppressement, la qualité du regard de la caméra, voilà, ça c'est un boulot de réalisation qui est formidable. Le film, je suis d'accord, est trop long. Les acteurs sont plutôt bons, effectivement, même si je les trouve un peu manichéens. Moi, ce qui m'a intéressé, paradoxalement, j'ai ressenti le film presque un tout petit peu différemment de vous. C'est-à-dire qu'il y a un côté où l'argent est plus le révélateur, entre guillemets, du désamour et le moyen de se détacher de l'autre, de retrouver son estime de soi, soit en annihilant l'autre, comme chacun essaye de faire avec l'autre, soit finalement, dans d'autres couples, ça ne se passe pas comme ça, et puis on réussit à garder son estime et la reconnaissance de l'autre sans forcément vouloir l'écraser. Moi, j'ai plutôt vu, parce que comme le disait Olivier, finalement, le décor est posé dès le début, et après, ça n'évolue plus, jusqu'à ce que finalement, on trouve une solution à la fin, voilà, sans grand chambardement, finalement, c'est ce qui doit s'imposer, qui s'impose relativement logiquement. Mais moi, j'ai plus vu comme étant, voilà, l'argent, c'est pas véritablement on ne sait pas d'ailleurs quel est le problème. Il y a un moment donné, il y a une scène où Béatrice Bejo explique qu'elle ne peut plus le voir, qu'elle en a marre, qu'elle l'a aimé, mais là, c'est plus possible. Et c'est complètement absent du film, d'ailleurs. Mais elle ne dit pas que ce désamour, il est venu pour leur situation sociale qui était peut-être différente. Moi, j'ai plutôt senti comme étant, voilà, le point d'achoppement, il est là, mais c'est ce point d'achoppement qui nous permet de nous séparer parce qu'on est en désamour. Je l'ai compris comme ça, et je le vois plus comme une sorte de... C'est presque un mini-documentaire, quoi. C'est presque un truc ethnographique, on se plonge à un instant T, comme ça, avec ces deux relations amoureuses. Et c'est pour ça que je trouve que c'est pas un film. Mais alors, à ce moment-là, Olivier... Non, mais à ce moment-là, mon cher ami Olivier a raison.
on est dans un reportage pour un magazine de reportage sur la situation du couple actuellement, mais on n'est pas chez Bergman. Moi, c'est pas un film qui m'a emballé prodigieusement. Dans un couple, l'amour part et on ne sait pas pourquoi. Et on a aimé quelqu'un, on ne sait plus pourquoi on ne l'aime plus. Et moi, je trouve que c'est pas un film de bobo pour ça. Je trouve que c'est un film universel dans le sens où il y a un moment dans un couple, ça ne fonctionne plus. On ne sait pas pourquoi. Il le traite pas. Oui, bon, alors peut-être qu'il y a des stéréotypes, mais après non. Oui, mais ça rime. Et c'est ça qui est touchant avec les enfants, c'est qu'on sent qu'à un moment ils ont envie d'être ensemble parce qu'il y a les enfants, mais en fait ils s'aiment plus. Alors et là on sent qu'on est perdu. Et je suis pas sûre que ça soit une histoire de bobo, c'est une histoire d'un homme et d'une femme qui s'aiment et qui à un moment ne s'aiment plus. Pas mal, mais pas chez une tristesse. Pas mal, mais pas chez Au-delà de ça, c'est pas je t'aime et je ne t'aime plus, c'est combien tu valais quand je t'aimais, combien tu vaux lorsque je ne t'aime plus. C'est triste. Voilà. L'économie du couple de Joachim Lafosse, donc jeune cinéaste, qui semble avoir fourni des sensations assez intenses chez les internautes de 300 millions de critiques. Audrey a fait ce tweet très drôle, tour de force de Joachim Lafosse, enfin très drôle, qui réussit à me faire pleurer sur une scène où on entend Maître Gims. Vous aussi, vous suivez bien évidemment le compte Twitter de l'émission. Vous laissez des messages sur le hashtag 300 millions de critiques et vous retrouvez les infos sur le site internet aux adresses qui s'affichent au bas de l'écran. Notre dernier débat du jour portera évidemment sur l'incontournable rentrée littéraire en France, mais qui est aussi d'une certaine manière une entrée littéraire francophone. Pour l'occasion, donc Emmanuel Kérad, que vous connaissez, puisqu'il travaille beaucoup sur les livres à France Inter, va nous rejoindre dans un instant. Merci, ma chère Pascale. C'est le moment inoxydable depuis 3 ans du Zap Culture. Le voici. Ça filme là? Ça filme? C'est bon, tu peux y aller, tu peux causer. Ouais, OK. Trac, sueur froide, en coulisses Titeuf balise. Il faut dire que pour le petit bonhomme aux 20 millions d'albums, monter sur les planches est une première. Elle est entrée dans la mode presque par effraction. À l'aube des années 60, lorsque jeune mariée, elle décide de créer ses propres vêtements pour ne pas ressembler aux autres femmes. Elle veut libérer leur silhouette. Elle est aussi la première à orner ses vêtements d'écriture. Je suis certain que les créatrices québécoises comme Marie Saint-Pierre, Marie-Auge Gagné, Nadia Toto, toute cette génération de femmes ont été inspirées en voyant qu'une femme pouvait réussir, pouvait s'imposer. Je voulais d'abord faire un clip pour ma maman et après j'ai insisté jusqu'à quand elle a dit oui. Stop à la violence. Ce que nous voulons cesser, c'est cette souffrance. Pour écrire le scénario d'un Petit Boulot, Michel Blanc a adapté un roman américain. Ce qui m'a touché dans celui-là, oui, c'est ce mélange des genres entre la description d'une réalité sociale à la base extraordinairement cruelle et en même temps une ironie, un humour, un décalage et des personnages qui font des folies. C'est sûrement le tableau dont il est le plus fier. Cet amateur d'art l'a acheté sur Internet 450 €. Il en vaut sûrement 20 fois plus. Car ce tableau est l'une des toutes premières toiles du peintre expressionniste hollando-américain Willem de Kooning. C'était l'un des concerts les plus attendus. Le groupe irlandais Two Doors Cinema Club a donné le ton du festival hier. Voici le nouveau visage d'Overphonic, une formation très heureuse de jouer ici à Seine-sur-Sambre. Une des raisons, l'affiche qu'Overphonic partage avec des groupes majoritairement belges comme Ginzou, Daan ou Suarez. Ces histoires ont transformé le cinéma jeunesse au Québec. André Melançon avait une connexion spéciale avec les enfants. En 1984, il réalise La guerre des tucs. Au Québec, les films de ce type-là, ça a toujours été ou presque des accidents. Il s'en faisait un de temps en temps, mais là, il va y avoir comme une tradition qui va s'installer. L'écrivain Michel Butor, décédé à l'âge de 89 ans, l'un des piliers du nouveau roman. Il avait remporté le prix Renaudot en 1957 pour La modification. Voilà, Emmanuel Kérad nous a rejoint. Bonjour Emmanuel, Bonjour, vous êtes Guillaume. chargé Bonjour notamment, donc, parmi les nombreux d'animateurs et journalistes de France Inter, mais en tout cas vous êtes l'un des plus brillants consacrés aux livres. C'est la rentrée littéraire, 560 livres. Parmi donc les best-sellers attendus, le fameux Amélie Nothomb annuel, ça c'est Riquet à la houppe. Un très beau livre d'André Makin de l'Académie française qui est une sorte de, comment peut-on dire, c'est un peu une sorte d'Apocalypse Now, donc au fin fond de la Sibérie, les soldats qui cherchent un personnage mystérieux, c'est un très beau livre. Régis Geoffrey, Cannibal, le voici. Sur l'affaire Manson, il y a deux grandes versions. Une version américaine, on en parlera dans un instant, avec ma voisine, et donc la version de Simon Libéral
Cerati, California Girls. Et puis donc le livre dont on parle probablement le plus, mais peut-être que ce sera discuté, Babylone de Yasmina Reza, qui est publié aux éditions Flammarion. Vous avez choisi quoi? Je commence? Oui, il faut y aller. 560 livres. Alors vous imaginez bien qu'à chaque fois on se dit c'est trop, c'est pas assez, c'est l'éternel débat. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça permet à certains auteurs, inconnus ou débutants, de se révéler parce qu'il y a un phénomène d'entraînement, tout simplement. Voilà, il y en a qui passeront évidemment inaperçus. Hein. Dans les 560, il y en a plein dont on n'entendra jamais parler. Mais il y a par exemple Ali Zamir, qui a 27 ans. C'est un Comorien. Il publie Anguille sous roche aux éditions du Tripode. C'est un roman formidable. Quelque chose d'incroyable. Un hymne à la vie. Alors paradoxalement, parce qu'il s'agit d'une jeune femme qui est dans l'océan Indien et qui est en train de se noyer. Elle ne dira qu'une seule phrase sur 300 pages. Évidemment, l'effet de style, Guillaume, vous me direz, a déjà été utilisé, mais c'est un souffle littéraire, c'est poétique à souhait. Dès qu'on démarre les premières pages, on pense à Césaire et on pense à Glissant. C'est incroyable. Alors, redonnez le titre et le nom, parce qu'on ne la connaît pas. Une intensité comme ça. Donc, c'est Ali Zamir aux éditions du Tripode. Permettez qu'on fasse un petit tour de tout le monde, c'est votre coup de cœur, et après, donc, on essaiera de parler de tous les autres. Et Michel, qu'est-ce qui vous a plu dans cette rentrée littéraire? Écoutez, ce bouquin, parce que je l'ai là sous les yeux, c'est un livre qui est paru chez Flammarion. C'est un bouquin particulier parce qu'il a été écrit à 36 mains, 18 auteurs. Pour moitié en une seule nuit, sont réunis. C'est l'AJAR, l'association des jeunes auteurs romandes et romans, qui ont décidé d'écrire un livre ensemble. Ils ont pour cela inventé une écrivaine, Esther Montandon, lui ont fait une page internet, ont inventé des livres, afin de pouvoir monter cette histoire in fine, à savoir la publication de feuillets que son légataire aurait retrouvé après sa mort et qui raconte une tragédie qu'aurait connue cet auteur, c'est-à-dire la perte de son enfant quand elle avait 4 ans. Donc c'est une œuvre commune, mais à 30 mains, si je puis dire. Exactement, et paradoxalement... Qui sont les auteurs? On les connaît, les auteurs qui ont participé à cette œuvre? Alors, j'ai pas les noms, non. C'est des jeunes auteurs, absolument. C'est une communauté de gens qui a déjà fait parler d'elle, qui a contribué au projet. Voilà, pour certains qui viennent de l'Institut littéraire. Mais parce que c'est plutôt bien écrit, c'est quelque chose qui vous prend. C'est étonnant quand on le sait a priori ou a posteriori de savoir que c'est une œuvre collective, parce que finalement ça ne transparaît pas véritablement dans la qualité d'écriture. Vous l'avez lu également, je crois, Emmanuel. On se dit, c'est étonnant de savoir que 18 personnes ou 18 auteurs ont participé à ça, alors qu'il y a vraiment un style finalement. Et puis c'est plutôt un bon bouquin, ça vous prend, ça vous embarque dans cette histoire-là de la manière dont ils l'ont imaginé. C'est publié chez Flammarion, d'ailleurs ça a plu également immédiatement à l'agente littéraire, puisqu'elle l'a lu dans le train en rentrant de Suisse, à qui on avait confié le manuscrit, et puis a signé le contrat, en tout cas les a appelés le jour même ou le lendemain pour le faire. C'est une jolie expérience et c'est plutôt... Voilà, c'est un joli bouquin, même d'un point de vue littéraire, même si c'est pas non plus un truc extraordinaire, mais c'est un joli bouquin. Comme vous le savez, la littérature, c'est un mouvement formidable mondial et qu'il y a des écrivains partout. Et tout d'un coup, il y a un truc qui s'appelle la France, un pays où, le même jour, 560 écrivains décident de sortir leurs livres. Donc c'est quand même particulier. Ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Et c'est évidemment troublant pour ceux qui aiment lire. Il y a 2 livres que je voudrais vous signaler, parce que je pense qu'on ne va pas suffisamment parler de celui-là, qui est Alexandre Seurat, l'administrateur provisoire. C'est le 2e livre d'Alexandre Seurat qui publie ce livre à la Bruno Rouher. Son premier s'appelait La Maladroite, c'est un livre formidable. C'est l'histoire de l'administrateur chargé de la spoliation des biens juifs pendant l'occupation. C'est un très très beau livre, très bien fait, avec une économie de moyens, une grande efficacité, je vous le recommande. Mais on est dans le roman, c'est pas un... C'est un roman, c'est un vrai roman, absolument. Et le 2e roman, je vous signale, je ne l'ai pas parce qu'il est resté chez moi, mais je vous le recommande, elle a 20 ans, elle est très prometteuse. Elle s'appelle Lynn Papin, elle a écrit un roman qui s'appelle L'Éveil. Et L'Éveil, ça se passe à Hanoï. Ça n'est pas tout à fait l'amant de Marguerite Duras, mais ça pourrait y ressembler. Annie Ernaux a dit des choses magnifiques sur ce livre et je me joins à son concert de louanges. C'est un très beau livre, ça vient de sortir chez Stock, L'Éveil, Lynn Papin. Myriam, premier tour de table donc. Oui, Guy Delisle, qui est le maître chez nous de la BD, reportage, du roman graphique, nous livre son plus récent roman graphique. Donc, à partir du 16 septembre, vous serez chanceux, c'est les Français qui vont l'avoir avant même les Québécois. C'est un peu plus tard au Québec, mi-octobre. Donc, cette fois-ci, c'est S'enfuir, récit d'un otage, et c'est publié aux éditions d'Argo. Donc, la prémisse de Guy Delisle, c'est de raconter en 111 pages, en 111 images,
l'histoire de l'otage Christophe André. Donc, ce Français qui travaillait pour Médecins sans frontières s'est fait kidnapper, enlever et s'est lui-même échappé de ses geôliers au Caucase. Et Guy Delisle l'a rencontré. Ils ont discuté longtemps. Et voilà le résultat de cette discussion. Est-ce que vous êtes intéressé au Québec, justement, par la rentrée littéraire française, ou est-ce que c'est assez loin? Non, on lit beaucoup... Je sais pas, vous ne lisiez pas, mais est-ce que vous vivez ça comme une sorte de... Parce que nous, c'est, Olivier l'a fort justement décrit. Ça fait partie des rituels comme le Festival de Cannes en France. Oui, bon, c'est peut-être un peu moins flamboyant et moins... oui, exactement. La rentrée... Chez vous, il y a Amélie Nothomb et il y a tout un spectacle autour de ses sorties. Chez nous, c'est Michel Tremblay, 32e roman à la rentrée ici. Il y a bien évidemment moins d'œuvres que chez vous, mais les journalistes littéraires sont excités à la rentrée. Il y a toute cette fébrilité, tout ce champ des possibles de faire justement de nouvelles découvertes de jeunes plumes. Et c'est ce qui est intéressant. Un petit décalage avec le Québec qui sort plutôt vers mi-septembre, fin septembre. Voilà. Et ce que je trouve intéressant, vous le disiez à l'instant, de jeunes plumes qui se lancent. Il y en a beaucoup chez nous de découvertes à faire. Donc, derrière les Michel Tremblay, il y a plein de jeunes auteurs. Estelle, et après on reviendra évidemment à tout le monde. Alors, c'était compliqué. Hein. Vous l'avez dit, 560, c'était une centaine de moins que l'année dernière. Alors, j'avoue une fascination coupable comme Simon Liberati pour l'affaire Manson. Enfin, pas que le meurtre de Sharon Tate, mais c'est vrai que c'est une affaire qui m'a toujours... sidéré, voilà, donc, sidéré. Simon Liberati parce que... est cet auteur, entre guillemets, branché, qui a voilà, écrit un livre sur sa femme. Eva, l'année dernière. Eva, et là, voilà. California Girls. Et donc, il revient sur la famille, celle de Charles Manson, donc avec ses filles. Et c'est eux qui ont, 3 filles notamment, qui ont donc tué Sharon Tate, l'épouse de Roman Polanski, en 1969. Alors lui, il s'attache aux faits réels. Et à 36 heures, il nous décrit le crime. C'est vraiment comme il écrit toujours... Atroce. C'est atroce, c'est assez horrible, c'est vrai. Mais en même temps, moi, je trouve ça assez fascinant parce que pour une fois, parce qu'il y a un autre livre qui vient de sortir. Alors, c'est une Américaine, une jeune femme. C'est l'héritière, j'ai découvert la famille Jacuzzi, enfin ceux qui ont inventé le jacuzzi. Donc voilà. Donc elle est Emma Klein, The Girls. Elle, c'est un autre parti pris, c'est-à-dire qu'elle, c'est un roman. Alors, ce ne sont pas les noms ne sont pas cités. Enfin, c'est pas les mêmes noms que dans la réalité. Et elle s'attache à Evie, qui est une ancienne fille de Charles Manson. Enfin, fille, on entend, membre de cette communauté qui était totalement glaçante. Et c'est vrai que je trouve ça fascinant parce que pour une fois, on ne s'attache pas à Charles Manson, le gourou, mais à ses filles. On essaye de comprendre pourquoi ces jeunes femmes, elles avaient 14 ans, 16 ans, pourquoi elles se sont laissées embrigader dans cette secte où elles étaient quand même violées, où elles ont accepté, elles vivaient... Là, il y a beaucoup... C'est vraiment... On nous rappelle vraiment la trivialité. Enfin, elles faisaient les poubelles pour se nourrir. Il y avait tout ce sexe, cette pauvreté, cette promiscuité. Et on est vraiment plongé dans cette affaire. Et ce qui est fascinant, encore une fois, c'est ces jeunes femmes qui sont en déshérence. C'est-à-dire qu'on est en 1969... Elles ne savent plus, elles manquent d'amour, elles manquent de repères. Et il y a certains critiques qui ont fait des parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui avec ceux qui partent pour le djihad. Alors vous allez me dire, c'est peut-être curieux par rapport à ces jeunes hommes qui, eux, partent. Mais en même temps, on sent aussi cette quête d'absolu, de savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, elles sont quel sens dans la vie. Dans des églises protestantes baptistes, elles ont fait contrition absolue, l'autre est en prison, le dingue absolu. Oui, avec toujours leur croix gammée. Enfin, c'est vraiment une histoire qui est glaçante, effrayante. Et c'est le basculement aussi d'une période. C'est-à-dire qu'on se rend compte que cette période que nous avons connue quelques-uns, c'est-à-dire le flower power, les hippies, etc., on se rend compte de cette période qui se voulait consensuelle, amoureuse, généreuse, est sorti le mal absolu. Via évidemment les drogues hallucinogènes, via la manipulation de ce personnage qui était le fils d'une prostituée, qui était un type extrêmement violent, qui avait les faveurs, si ma mémoire est bonne, de Neil Young, et qui au départ voulait assassiner, si ma mémoire est bonne, le producteur... Le manager des Beastie Boys. Des Beach Boys. Qui s'appelle Terry Melcher. C'est ma génération de Beach Boys. Voilà, oui, c'est pas la même génération. Qui était venu au ranch, à la maison, là, la famille. Voilà, et ils sont pas trompés, mais finalement, ils ont assassiné Sharon Tate alors qu'ils visaient Terry Melcher. C'est une histoire assez terrible. Moi, j'ai qu'un seul... Comment peut-on dire ? Je trouve que la fascination pour le massacre et la violence est quelque chose qui... C'est écrit au ras de la violence, me paraît toujours quelque chose de bizarre. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Vous avez le droit de ne pas le partager. En tout cas, je vous conseille de lire les deux parce que c'est deux points de vue totalement différents, mais vraiment passionnants. Puisque nous parlons de francophonie, Yasmina Reza, vous savez, probablement l'auteur, en tout cas de pièce de théâtre qui est la plus jouée dans le monde. C'est Michel Houellebecq, qui est le romancier qui est le plus traduit dans le monde. Babylone est son 3e ou 4e roman. C'est un roman absolument formidable. Il s'agit de couples un peu de post-Houellebecqiens de 60 ans qui, dans des banlieues improbables, les descriptions des gens
sont absolument extraordinaires, notamment de cette mère de l'héroïne qui a 60 ans, qui ne s'intéresse à rien, et puis pratiquement au moment où elle s'approche de la mort, elle s'intéresse à tout. Ils ont un voisin de palier qui est une sorte de giscardien en perfecto, qui épouse une chanteuse de jazz amateur qui, elle, est déguisée en Romanichel. Et puis un jour, l'héroïne décide de faire une fête de printemps. Alors tout le monde se reçoit, ils reviennent de vacances, ils tiennent des propos un peu aberrants. Ils sont tous dans le B2B, ils sont à l'Institut Pasteur, etc. Et à 2h du matin, quand la fête s'en va et qu'évidemment le couple qui reçoit décrypte la fête en disant total machin est un connard, lui il est magnifique, etc. Le voisin du dessous, le giscardien imperfecto, toque à la porte et dit « Je suis désolé, mais j'ai étranglé ma femme ». Et à partir de ce vaudeville, on tombe dans des considérations, justement, tout à l'heure on parlait de Joachim Lafosse, sur le couple, sur l'usure du temps. Et ce qui est passionnant avec Yasmina Reza, c'est qu'on revient aussi sur le devoir de mémoire, le travail du deuil, dont elle dit que ce sont des farces, et qu'elle essaye, justement, avec des descriptions parfaites, de démolir comme des valeurs contemporaines qui n'ont strictement aucun sens. Donc c'est à la fois un faido, un drame, du sarcasme, du rire et une vraie profondeur. Voilà pour ce qui est de Yasmina Reza. Vous avez d'autres livres à nous recommander, les autres, brièvement. Le retour lumineux de Laurent Godet, c'est absolument extraordinaire. C'est le prix Goncourt 2004 pour Le Soleil d'Escorta. C'est un auteur magnifique. Qui mieux que Laurent Godet, l'humaniste, pour nous parler de la folie des hommes? Que fait-on des victoires? Que fait-on des guerres? Il aborde 4 époques. On y croise le général Grant, Hannibal ou encore Haïlé Sélassié. Et il y a comme ça une force incroyable sur cette folie des hommes qui mène parfois la victoire, parfois la défaite. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est le roman de la rentrée, je vous le conseille. Et Laurent Godet mérite encore des prix. Il a déjà eu le Goncourt, il le mériterait encore. C'est Machin aussi, d'ailleurs, a eu le Goncourt et le Médicis, je crois, si ma mémoire est bonne, la même année. Des livres, il y en a plein dans les réserves de 45e parallèle, librairie de la ville de Bordeaux en France, avec cette photo de caisse, il s'agit de l'interactivité, qui cache les prémices de la rentrée littéraire. C'est vrai que c'est un énorme travail pour les libraires et nous les soutenons. Vous suivez bien évidemment l'émission sur le compte Twitter, #300 millions de critiques, et vous retrouvez les infos sur le site internet aux adresses qui s'affichent au bas de l'écran. Avant de nous quitter les coups de cœur, mon cher Olivier, peut-être allons revenir sur la littérature. Tous les coups de cœur, c'est tout simplement, vous parlez de littérature francophone en parlant de Yasmina Reza, je crois qu'elle est française en fait, mais il y a plein de francophones qui sont sortis ces derniers mois dont on n'a pas parlé, hein, on va pas les rattraper aujourd'hui, mais enfin ils sont tous là. Ouais. Donc lisez Mukasonga, lisez cette tchèque rwandaise, hein, Mukasonga, Lenka Ormakova qui est une tchèque. S'appelle Giboulé de soleil. Ouais, très beau livre. Donna Bui, qui est d'origine vietnamienne. Majid Cherfi, lui, il est tout simplement toulousain, mais il s'intéresse à ça. Ferrani d'Alger. Bon, il y en a plein. Il y a même des Suisses, hein, Pascal Kramer. Ils sont tous sortis en janvier. On n'a pas suffisamment parlé, à mon avis, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et pour terminer, je vous recommande quand même un livre tunisien fait par une Tunisienne de la Marsa, La vie sexuelle des écrivains. Imam Bassala. Dès qu'on parle de sexualité dans cette émission, le sourire, évidemment. Sur Nouveau Monde. À nos lèvres. Michel, coup de cœur. Oui, c'est compliqué parce qu'il y a 12 000 choses. Je ne vais pas faire comme Olivier, mais c'est un petit peu ça quand même mon coup de cœur aujourd'hui. La rentrée littéraire en Suisse, elle existe aussi, pas à l'échelle française, mais elle existe. J'en ai parlé avec un bouquin. Il y en a un certain nombre d'autres qui paraissent en ce moment. J'ai envie de m'arrêter sur le bouquin qui devrait certainement plaire d'ailleurs à Guillaume, de Michel Laya, Louis Souter, probablement. C'est-à-dire que l'écrivain suisse, reprend une biographie avec laquelle il s'accorde quelques libertés, même si les faits historiques sont réels, sur cet incroyable personnage qu'a été Louis Souter, peintre, violoniste, incompris, dandy, malheureux, exilé dans un asile, mais qui a marqué l'histoire artistique au niveau, bien sûr, de la peinture, et puis qui était, on l'oublie parfois aussi, un formidable musicien, puisqu'il avait été élève d'Eugène Issaï à Bruxelles, au violon, et qu'il a joué comme pro-violon à l'Orchestre Philharmonique de Lausanne. Mais c'est une destinée toute particulière sur laquelle revient Michel Laya. C'est aux éditions Zoé, je vous le conseille vivement. Mon cher Emmanuel, coup de cœur, brièvement. Michel Laya, effectivement. On va rester dans la rentrée littéraire avec Lewis Trondheim, un auteur de BD culte que vous connaissez forcément, connu pour ses personnages, vous savez, mi-homme, mi-animaux, anthropomorphiques, je crois, on dit. Ouais. Avec son épouse Brigitte Findakli, ils racontent en fait tous les deux l'histoire de sa compagne, son enfance passée en Irak à Mossoul. Elle évoque évidemment les conséquences de la dictature à l'époque, et puis son arrivée en France dans des conditions difficiles au début des années 70.
70. C'est sublime, c'est un récit très personnel, mais qui va vous parler. Et ouvrez un petit peu qu'on voit à l'intérieur, parce que c'est aussi... Oui, alors justement, Trondheim change de style. C'est-à-dire que là, il dessine de vrais personnages plus réalistes. C'est la collaboration francophone, merci. Voilà, c'est un récit très personnel qui va vous emmener dans l'Irak des années 60, 70. Il y a des photographies personnelles. C'est très instructif. C'est très instructif aussi. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez adorer. Et c'est chez l'association, je crois. Oui. Ma chère voisine, Estelle. Alors moi de la musique, pour changer un peu, c'est la fin de l'été, il fait très très beau sur Paris, donc je vous propose d'aller sur les dance floors, enfin on dit plutôt ça, comment dit-on d'ailleurs, aidez-moi Guillaume. En boîte de nuit, allons en boîte de nuit avec Ibifornia. Ibifornia, c'est le dernier album de Cassius. Cassius, c'est un duo français, parisien. Alors ils ont pris un peu de la bouteille, mais ils savent nous faire danser comme personne. C'est sorti chez Because Music et il y a des invités assez prestigieux comme Pharrell Williams évidemment, Kate Power, un des Beastie Boys, d'où mes... Voilà, j'adore les Beastie Boys. Non, là, c'est un Beastie Boys. Non, c'est Mike Day. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, Ibifornia, vous imaginez, Ibiza, California. Donc vous pourrez danser jusqu'au bout de la nuit grâce à cet album qui est sorti chez Because Music. Ma chère Myriam. À Rock en scène. Tout à l'heure, je parlais des jeunes plumes. Eh bien, il y en a une très intéressante chez nous, Stéphanie Boulay. On la connaît bien parce qu'elle est membre d'un duo qui s'appelle les Sœurs Boulay. Ce sont deux vraies sœurs qui chantent du folk et elles ont connu un certain succès. Deuxième album qu'elles nous ont livré il y a quelques mois. Et donc, Stéphanie Boulay s'est mise à l'écriture. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chansons des Sœurs Boulay sont des petites histoires de l'intime, des histoires d'amour, des histoires coquettes. Alors, on pourrait croire que son premier roman allait être un roman d'autofiction assez sympathique. Eh bien non, elle nous amène vraiment, elle nous arrive avec une plume tout à fait nouvelle, un style littéraire qui, moi, m'a un peu déroutée, mais que j'ai beaucoup aimé. Le point de vue, c'est une jeune fille qui est élevée par une femme qu'on ne connaît pas, qui est un peu mystérieuse. C'est une enfant sauvage qui apprend à devenir une adolescente par elle-même. Elle essaie de décoder la vie et le langage est vraiment très particulier. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est publié chez La Chope. La Chope, c'est la nouvelle branche de Québec Amérique qui a décidé de faire le pari de donner la voix à des jeunes plumes un peu singulières, un peu particulières. Donc voilà, Stéphanie Boulay, à l'abri des choses et des hommes. Voilà, nous allons terminer. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est un hommage que nous rendons tous à Michel Butor, grand écrivain. Vous savez qu'il appartient à cette génération d'écrivains du nouveau roman, les éditions de Minuit, avec des gens qui ont obtenu quand même le Nobel de littérature, même s'ils ne sont pas très lus dans l'espace francophone. Il s'agit de Claude Simon, de Beckett. D'une certaine manière, c'est un peu un enfant aussi du nouveau roman, puisque Le Clésio a obtenu le prix Nobel. La modification de Butor a eu un prix littéraire en France, mais c'est probablement le livre de cette génération qui a été le plus lu, en dehors des livres de Sarraute et des autres, et peut-être de La Jalousie, donc de Rob Grillet. Il vient disparaître, il vivait dans les montagnes, et il a très rapidement arrêté le roman pour écrire des tas de choses. Alors là, j'ai signalé un livre chez Flammarion qui vient de sortir, qui sont 105 œuvres décisives de la peinture occidentale. Il vivait dans les montagnes, Michel Butor. C'est un homme particulièrement charmant. Et s'il y a un lien entre le nouveau roman et la peinture, c'est parce qu'on a beaucoup dit que le nouveau roman, c'est tout simplement l'école du regard. Vous savez que beaucoup des écrivains d'aujourd'hui qui ont beaucoup de succès, comme Houellebecq et autres, détestent le nouveau roman. Ils se sont construits en essayant de réexhumer justement la tradition romanesque classique contre le nouveau roman, et pourtant c'est le nouveau roman qui nous vaut en tout cas les plus grandes louanges et les plus grands prix à l'étranger depuis maintenant une cinquantaine d'années, disons depuis l'après-guerre. Hommage de nous tous à Michel Butor. On se retrouve la semaine prochaine. Nous étions ravis de vous retrouver après ces vacances. J'espère que tout va bien pour vous. C'est 300 millions de critiques qui se terminent, mais qui va revenir bientôt dans une semaine. Ciao.